Bonjour à tous, bon midi, bienvenue à Cyrano pour notre série de séminaires midi. On a l'honneur et le grand plaisir aujourd'hui d'avoir la présentation d'un rapport Cyrano qui a été publié il y a quelques semaines, je pense, sur la gestion d'infrastructures technologiques et applicatives par les organisations publiques et mise en évidence des enjeux des pratiques d'évolution et de durabilité. Alors, je sais qu'on a plusieurs personnes en ligne. On a deux co-auteurs, je pense, du rapport qui sont présents aujourd'hui, Simon Bourdeau, qui est un de nos chercheurs ici à Cyrano, professeur aussi à l'ESG UQAM, et Thibaut Coulon de l'ESG UQAM. Donc, je vous remercie de votre présence et donc je vais laisser la parole à Simon pour présenter le rapport. Merci Nathalie. Bonjour à tous et à toutes. Merci pour cette introduction. Comme Nathalie mentionnait, je m'appelle Simon Bourdeau. Je suis professeur à l'ESG UQAM en management des technologies avec deux collègues, Thibaut qui est également en management des technologies et Dragos Vierou qui est à la TELUC en technologie. On a fait ce rapport-là suite à un mandat que nous avions reçu. Donc, je pense qu'on va y aller. Ça fonctionne-tu? Désolé des problèmes techniques pour... C'est bon. Génial, merci. Donc, l'agenda pour aujourd'hui, c'est assez standard. Donc, une mise en contexte, un rappel du mandat. Par la suite, un survol des deux techniques qu'on a utilisées pour répondre aux objectifs. Donc, la revue de littérature, ce que ça a donné, puis l'étude Delphi qu'on a menée auprès de spécialistes dans le domaine. Présentation des principaux résultats et quelques éléments de discussion. Au niveau de la mise en contexte, comme vous savez, les organisations publiques font face à plusieurs défis. Il y a des changements importants, tant au niveau de la gouvernance, de la structure, des attentes qui mettent des pressions sur les façons de faire, mises en commun avec le fait que les technologies prennent de plus en plus de place dans la façon dont les organisations livrent leurs services, opèrent. Donc, la gestion des infrastructures technologiques prend de plus en plus de place. Quand on parle ici de gestion d'infrastructures technologiques, on parle vraiment de l'ensemble du parc informatique, aussi bien applicatif et logiciel que du matériel. D'accord? Donc, ce qu'on a regardé dans cette étude-là, vous allez pouvoir le constater, c'est vraiment les pratiques pour faire face, entre autres, à deux grands défis qui sont la pérennité et l'évolution technologique. D'accord? Ce qu'il y a également de particulier par rapport aux organisations publiques. En fait, toutes les organisations, quelles qu'elles soient privées ou publiques, doivent faire face aux défis de l'évolution. Par contre, les organisations publiques ont certaines caractéristiques. Donc, ils doivent, entre autres, investir l'argent des contribuables de façon responsable, font face à une réglementation qui est assez importante. Il doit faire également preuve de transparence auprès des différentes parties prenantes, mais aussi du public, doivent protéger les données des citoyens, etc. Donc, tous ces éléments-là doivent en plus faire appel des appels d'offres publics. Il y a des pressions au niveau des coupures financières. Il y a aussi le fait que ce qui se passe dans le milieu privé au niveau de l'utilisation des technologies met une pression parce que sur les entreprises, les organisations publiques, parce que les usagers, les citoyens et citoyennes vivent du côté de l'entreprise privée, s'entendent un peu la même chose au niveau des services rendus de façon électronique au niveau des gouvernements. Donc, ça fait en sorte que les attentes sont beaucoup plus élevées. Combiné au fait que très souvent, les organisations publiques ont la difficulté à recruter des gens spécialisés dans le domaine technologique. Donc, tout ça combiné fait en sorte qu'il y a des défis assez importants du côté des organisations publiques pour gérer l'infrastructure technologique et applicative. En regardant un peu ce qui s'était fait, aussi bien du côté de la recherche que dans les rapports d'organisations privées, il y a vraiment peu d'études qui avaient été faites sur justement les pratiques de gestion des infrastructures technologiques. Donc, c'est un peu pour ça qu'on s'est lancé dans ce projet-là. Il faut dire que ça a découlé d'un mandat. Qu'on a articulé en projet. Donc, notre projet, en fait, avait deux grands volets. Dans un premier temps, c'était vraiment de documenter l'ensemble des défis auxquels font face les organisations publiques en ce qui a trait à la gestion des infrastructures technologiques. Donc, pour ce faire, on a commencé par regarder dans la littérature. Puis, suite à ça, on s'est rendu compte qu'au niveau de la littérature, on a identifié certains défis, mais c'est pour avoir des défis, comment on surmonte ces défis-là. Donc, c'est pour ça qu'on a fait un deuxième volet où on a mené une étude des défis pour voir un peu auprès d'experts les meilleures pratiques, les pratiques qui sont utilisées pour faire face à ces défis-là, parce que la littérature était plutôt limitée à ce niveau.
Donc, plus précisément, le mandat, on avait 2 objectifs. Donc, identifier les pratiques déployées pour prolonger la durabilité ou la pérennité des infrastructures technologiques et les pratiques pour faire face à l'évolution constante et très, très rapide des technologies qui viennent changer les façons de faire dans les organisations. En passant, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure. Sinon, j'ai oublié de le mentionner. Donc, la revue littérature, l'objectif, c'était, comme j'ai mentionné, c'était vraiment d'identifier les enjeux et les défis rattachés à la gestion des infrastructures. La démarche qu'on a fait, on a regardé dans différentes bases de données qui contiennent aussi bien des publications académiques que des publications professionnelles. On a utilisé différents mots-clés, donc organisation publique, défis, gestion infrastructure, etc. On a regardé la période des 15 dernières années pour identifier ce qui s'était fait. De là est sorti 55 articles dans lesquels on a pu identifier certains défis et enjeux et on a catégorisé ça en 4 différentes catégories, donc les différents enjeux. Donc, les enjeux rattachés à l'aspect de gouvernance, des enjeux rattachés à l'aspect d'approvisionnement, des enjeux rattachés à l'aspect d'externalisation, qui est un peu en lien avec l'approvisionnement, et des enjeux rattachés aux mégadonnées, donc au big data, qui, il y a peut-être 15 ans, n'était pas présent, mais de plus en plus une préoccupation, et à la fois un défi, mais peut être aussi un outil très, très puissant pour gérer les infrastructures technologiques. Donc, au niveau de la gouvernance, ici, je fais juste une petite distinction entre gouvernance et gestion informatique pour ceux et celles qui sont peut-être moins familiers avec ces termes-là. Donc, quand on parle de gestion informatique, c'est vraiment tout ce qui est tâches rattachées aux opérations directes, la maintenance dans le niveau quotidien. Alors, quand on parle de gouvernance, c'est tous les aspects de rôle, responsabilité, des tâches, des processus pour encadrer les différentes pratiques du quotidien. Donc, au niveau des défis rattachés à la gouvernance de la gestion des infrastructures technologiques, il y a le fait qu'il y a plusieurs objectifs qui sont des fois contradictoires parce qu'il faut comprendre que les gouvernements ont un rôle aussi bien social qu'un joueur économique. Donc, les multiples chapeaux portés par les organisations publiques font en sorte que des fois, les objectifs joués par ces organisations-là qui se transfèrent au niveau de la gestion des infrastructures technologiques font en sorte qu'il y a certaines tensions qui sont difficiles à régler, d'une part. Et d'une autre part, les organisations publiques font face à plusieurs parties prenantes qui ont des revendications, des exigences, des besoins qui sont variés, qui mettent les organisations publiques souvent dans des positions assez difficiles. Oui, au niveau de leurs opérations, mais entre autres au niveau de la gestion d'infrastructures technologiques. Quand on veut faire des liens, on veut faire des ponts, etc. Donc, ça rend la gestion de leur infrastructure beaucoup plus difficile. Il y a également aussi certains risques qui sont plus spécifiques, comme par exemple le manque de soutien, de consensus des parties prenantes, le manque d'expertise, le fait également qu'on doit respecter une réglementation qui est assez claire et assez sévère par rapport à la manière dont on va gérer les infrastructures, faire les appels d'offres, faire l'approvisionnement, etc. D'accord? Il y a le fait aussi que très souvent, dans des organisations publiques, les budgets sont à court terme, donc sur une année, sur 2 ans, alors qu'au niveau technologique, on doit anticiper, un peu comme une infrastructure, par exemple, des routes, on doit faire une planification d'entretien sur plusieurs années, voir un peu les changements. C'est un peu la même chose au niveau des infrastructures technologiques. Il y a des défis à plus long terme, mais on a souvent des budgets à court terme. Donc, il y a une espèce de tension qui est difficile à régler à ce niveau-là. Le fait aussi que très souvent les gestionnaires d'organisations publiques ont un peu moins de pouvoir décisionnel ou dépendent de d'autres éléments. Donc, les prises de décision viennent souvent difficiles, laborieuses, où on n'a simplement pas de mainmise sur certaines décisions clés qui pourraient faire en sorte que l'infrastructure technologique soit pérenne. Il y a le fait également, oui, on va augmenter la valeur du service offert par les organisations publiques, on va être le plus transparent possible, mais parallèlement à ça, il y a le défi encore plus présent, je dirais, cette année pour les organisations publiques de protéger les données des citoyens et des organisations, qui est un enjeu majeur que toutes les organisations, pas juste publiques, vivent, mais l'ensemble des organisations. Donc, un autre défi à ce niveau-là. Et il y a une pression aussi de devenir, que les gouvernements deviennent des gouvernements intelligents, donc beaucoup plus flexibles, qui utilisent mieux les données, qui sont capables de rejoindre en temps réel les citoyens, les partenaires. Donc, tous ces défis-là, c'est des enjeux importants rattachés à la gouvernance des organisations, mais qui ont un effet direct sur la manière dont les infrastructures technologiques sont gérées.
Donc ça, c'est ce qui a été documenté dans la revue littérature. Vous allez voir, dans le Delphi, il y a beaucoup de ces éléments-là qui ont été remis de l'avant. Au niveau de l'approvisionnement, les besoins en termes d'infrastructures technologiques pour les organisations privées comme publiques, mais ici on regardait les organisations publiques, c'est fréquent. Donc, on doit faire des mises à jour. De plus en plus, la technologie vient à terme rapidement. Il y a toujours de nouvelles versions qui sont déployées. Donc, on doit faire face à des défis-là, mais très souvent, il y a un manque de main-d'œuvre qualifiée. Et il y a une réglementation qui fait en sorte qu'on ne peut pas changer ou s'adapter aussi rapidement qu'on aurait besoin en termes d'approvisionnement de l'infrastructure. L'autre élément, c'est un peu en lien, comme on l'avait mentionné tantôt, c'est que une organisation publique doit avoir une infrastructure technologique qui va être généralement intégrée. Par contre, on travaille encore très, très en silo. Il y a des enveloppes qui sont versées par gouvernement, par ministère, par société d'État. Donc, c'est des dépenses qui sont faites localement. Quand vient le temps d'intégrer, de standardiser, c'est un peu difficile parce qu'il y a des choix qui vont avoir été faits de façon dans différents ministères, mais quand on va avoir une vision globale, c'est un autre enjeu. Donc, il y a cette espèce de dichotomie-là entre avoir une standardisation au niveau de l'ensemble de l'appareil versus le fait que les budgets et les décisions sont prises au niveau plus local. C'est un défi assez important au niveau de l'approvisionnement de tout ce qui est infrastructure technologique. L'autre élément, c'est ce qui touche l'externalisation. Donc, l'externalisation, c'est quand on sous-traite en fait une partie de la gestion de notre infrastructure technologique ou applicative. Il y a en fait beaucoup d'avantages à faire ça, mais aussi beaucoup d'inconvénients. Et ici, pour les organisations publiques, c'est un peu l'attention, comment je me positionne, quelles décisions je vais prendre et quels avantages je vais aller tirer, tout en étant conscient de mes inconvénients. D'accord? Donc, au niveau des avantages, bien sûr, ça vient faire diminuer la pression financière. On a accès à une main-d'œuvre qui est peut-être manquante. On a accès à la main-d'œuvre, mais aussi une main-d'œuvre qui est souvent mise à jour, qui est au fait des derniers développements. Et ça nous permet, ça peut permettre aux organisations publiques d'atteindre leurs objectifs, même sur des ressources limitées. Donc, ça, c'est le côté avantage. Par contre, au niveau des inconvénients, ça peut être perçu comme une forme de privatisation, donc quand on transfère le tout, parce que souvent on va transférer l'infrastructure, donc le logiciel et les machines, mais souvent il y a des personnes qui vont suivre également. Donc ça vient changer au niveau du contexte. On a une perte de contrôle sur qu'est-ce qui se passe sur nos données. On peut avoir une perte de contrôle potentielle sur ce qui va se passer sur nos données, qui va avoir accès, quelles mises à jour vont être faites. Perte d'expertise non négligeable parce que quand les gens partent avec les infrastructures, on perd cette connaissance-là qui peut nous aider éventuellement à prendre de meilleures décisions, faire de meilleurs investissements. Il y a bien entendu le risque de sécurité et protection des données parce qu'on n'a plus nécessairement le contrôle direct là-dessus. C'est un changement aussi que les organisations publiques ne voient pas toujours, c'est pas toujours bien compris, parce qu'on gérait, donc quand on transfère la gestion de notre infrastructure, on passe d'une gestion d'infrastructure à une gestion de contrat. Et gérer un contrat, gérer des relations, ça prend des gens, ça prend du temps, ça prend aussi beaucoup de sous. C'est un aspect non négligeable, qui peut être aussi un inconvénient lorsque on regarde ça du point de vue gestion de l'infrastructure technologique. Ça va? Le dernier élément, les derniers défis qu'on a identifiés dans la revue de littérature, c'était tout ce qui touchait les big data, donc la gestion ou les possibilités découlant des mégadonnées, parce que l'analyse de ces données-là, l'utilisation de ces données-là dans les pratiques courantes, la manière dont on va gérer notre infrastructure, peut augmenter définitivement l'efficacité, l'efficience, la transparence de nos opérations. Okay? Par contre, pour les organisations publiques, il y a certains de ces défis-là qui sont aussi vrais pour les organisations privées. Mais on s'était concentré plus sur les défis des organisations publiques. Il y a plusieurs éléments à prendre en considération. Donc, savoir tout d'abord pourquoi et comment utiliser les mégadonnées. Parce que c'est beau avoir accès à des données, mais il faut le remettre en contexte. Il faut savoir quelles données on a. On peut avoir une surcharge de données, c'est pas nécessairement mieux. Ça, c'est lorsqu'on a accès aux données puis on est capable de bien les utiliser. Il y a encore là le niveau d'expertise qui était suffisant. Ça demande des analyses complexes, donc souvent des gens qui ont des qualifications assez développées.
Il y a le fait aussi, ça rejoint le point de tantôt par rapport au cloisonnement des différents ministères. Donc, chaque ministère a ses données et le fait de transférer, faire des fonds, c'est un défi en soi lorsqu'on va avoir une vue d'ensemble. Le fait aussi que dans beaucoup d'organisations publiques, les données sont sous forme de fichiers administratifs. Donc, des fois, peu de flexibilité, pas toujours bien documenté, puis il manque un peu de richesse ou de détails. Donc, ça fait en sorte que les possibilités d'exploitation de ces données-là sont pas toujours au rendez-vous. Ça dépend un peu, encore là, de la nature des données. Il y a le fait aussi, c'est beau vouloir analyser les données, mais il faut s'assurer d'avoir les bonnes données au bon endroit et que ça soit propre. On parle de nettoyage de données, c'est tout le travail en amont avant même de faire l'analyse, qui très souvent représente un coût et un effort très, très important qu'il ne faut pas sous-estimer, sans compter tous les efforts et les coûts rattachés au stockage des données. Il y a la notion de gouvernance de données. Qui est propriétaire des données? Qui peut faire des modifications? Qui peut avoir accès à ces données-là? Donc, toute la partie de gouvernance de données, lorsqu'on veut utiliser les grosses données pour pouvoir prendre des décisions, il y a cet aspect-là à prendre en considération. Ça revient aussi toucher toutes les notions de questions rattachées à l'éthique dans l'utilisation des données. Et parallèlement à ça, tout le cadre juridique qui entoure tout ça. Donc, oui, il y a ces possibilités-là, mais il y a quand même beaucoup de contraintes et freins qui font en sorte que pour les organisations publiques, c'est encore beaucoup plus difficile d'utiliser le potentiel des grosses données. Ça va? Des questions à venir jusqu'à maintenant? Donc, ça, c'est dans un premier temps, ce qu'on a vu au niveau de notre revue de littérature. Il faut comprendre que dans la revue de littérature qu'on a fait, on a regardé les défis, mais on a aussi regardé du côté des pratiques. Or, au niveau des pratiques, pour encadrer la gestion des infrastructures technologiques, c'était très, très peu, en fait, pratiquement pas documenté. D'où la raison pour laquelle on est allé vers une étude Delphi, puisqu'il y avait peu d'éléments documentés. On s'est dit, on va aller voir des experts, on va leur demander, selon eux, c'est quoi les pratiques que ces organisations peuvent mettre en place. Donc, pour ceux et celles qui ne sont peut-être pas familiers avec ce qui est une étude Delphi, donc c'est un format de collecte de données qui permet d'obtenir des informations objectives et fondées sur l'expérience et l'expertise de différents experts. Ce que ça permet, ça garantit l'anonymat. Donc, on va consulter des experts. Tout le monde sait, tous les experts qui participent à l'étude savent qu'il va y avoir d'autres experts qui vont participer, mais ne se connaissent pas. Donc, on conserve l'anonymat. Il y a différentes itérations. Vous allez voir, il y a 3 cycles principaux, mais on en fait plusieurs à travers les cycles pour pouvoir aller chercher les données, identifier les plus importantes, puis par la suite les classer, tout en ayant la possibilité d'avoir des rétroactions, des ajustements. Donc, la partie rétroaction contrôlée. Et ça permet de faire des agrégations statistiques parce qu'on a quand même un volume assez important de données qui ont été collectées de cette façon-là. Les 3 principales phases, donc le remue-ménage ou brainstorming en anglais, où on va chercher les idées. Par la suite, on fait un rétrécissement. Donc, à travers tout ça, c'est quoi les principaux éléments ou principales pratiques dans notre cas? Et la dernière étape, c'est d'arriver à un classement des principales pratiques avec un consensus. Donc, il faut que l'ensemble des experts ait établi un consensus par rapport à ça. Les experts qu'on est allé chercher devaient rencontrer certains critères. Donc, ils devaient avoir une expertise en gestion ou en recherche reliée aux infrastructures technologiques. Ici, on a marqué ou en recherche parce que, vous allez voir tantôt, on est allé consulter des experts provenant des organisations publiques. Et puisqu'il y a beaucoup de défis que les organisations publiques rencontrent par rapport à la gestion de leur infrastructure qui sont également rencontrés dans le domaine privé, on a consulté certains experts provenant du privé et également des académiciens qui, eux, font de la recherche dans ce domaine-là. D'où l'élément de ou recherche. Donc, c'est des gens qui se spécialisent dans la gestion de l'infrastructure technologique et on s'attendait à un minimum de 7 à 10 ans d'expérience pratique sur le sujet. L'échantillon qu'on a eu, donc, c'est 14 personnes provenant du public, 15 du privé et 11 académiciens. En termes de frontières, on a regardé un peu partout, même si l'essentiel venait du Québec. L'âge moyen, 47 ans, 23 ans d'expérience professionnelle, 17,5 années en moyenne d'expérience en informatique, principalement des hommes. On essayait de faire ça non-genré. Blague à part, mais il y avait beaucoup plus d'hommes, en fait, qui ont répondu. On est parti à partir d'un réseau de contacts et on a contacté plusieurs organisations pour arriver à cet échantillon. Au niveau des questions, il y a eu 3 questions qui ont été posées aux experts. Donc, la première portait sur les défis. Donc, c'était quoi pour eux les principaux défis auxquels sont confrontées les organisations en ce qui concerne la gestion des infrastructures technologiques?
La deuxième, c'était les pratiques stratégies utilisées par les organisations pour prolonger la durabilité de leur infrastructure technologique. Et finalement, la dernière, c'était les pratiques stratégies utilisées par les organisations pour anticiper et se préparer aux défis liés à la constante et rapide évolution technologique. D'accord? Donc, les défis, les pratiques de durabilité et les pratiques d'évolution ou d'anticipation. Lors de la première phase, donc, ce qu'on a fait, on a demandé, on a envoyé ces 3 questions-là avec des formulaires pour répondre. Donc, pour chacune des questions, on a demandé aux répondants de nous fournir au moins 6 éléments, avec pour chaque élément un libellé de l'élément, donc de la pratique ou du défi, ainsi qu'une description. D'accord? Au total, on s'est ramassé avec 595 réponses, donc 217 défis, 180 pratiques de durabilité, 198 pratiques d'anticipation. L'équipe, donc Thibaut, Dragos et moi, on a fait une consolidation. Donc, l'étape de consolidation, c'est de prendre ces éléments-là et donc, il y a différents libellés sur la base des définitions, faire une certaine interprétation puis regrouper certains éléments parce que des fois, ce n'est pas exactement le même libellé, mais c'était les mêmes idées. Donc, ce qu'on a fait, on a consolidé le tout. Donc, on est arrivé au niveau des défis à 38 défis différents qu'on a catégorisés en 6 catégories qui étaient liés à des éléments, entre autres, de stratégie, technologie, sécurité. Donc, pour organiser un peu tous ces éléments-là. On a eu 45 pratiques au niveau de la durabilité et 41 au niveau de l'anticipation. Donc, ça, c'est le travail qu'on a fait de notre côté basé sur les 595 réponses qu'on a eues. Pour s'assurer que ce qu'on a interprété reflétait vraiment ce que les experts avaient dit et pensaient, on a fait une phase de validation. Donc, on a repris ces éléments-là. On a retourné ça à nos 40 experts en leur demandant est-ce que les libellés et les définitions représentent vraiment ce que vous vouliez dire. Donc, on présentait notre libellé, notre définition, on mettait à côté la leur et là, ils pouvaient faire des ajustements, faire des commentaires pour s'assurer qu'ils étaient confortables avec ça et qu'on n'avait pas nous-mêmes projeté notre propre interprétation. D'accord? Donc, il y a eu une phase de validation. Et ça, chacune des phases prenait environ de 4 à 6 semaines. Donc, le temps d'envoyer, d'avoir les réponses, de faire de la relance, juste pour pouvoir voir un peu. Donc, à chaque phase, c'est 4 à 6 semaines d'aller-retour avec beaucoup de travail administratif et manuel. Donc, suite à la validation, on est rentré à la phase, excusez-moi. Pour vous donner une idée, ça, c'est, je ne vous montrerai pas l'ensemble des détails et je ne m'attends pas à ce que vous soyez capable nécessairement de tout lire, mais quand on parlait des libellés qu'on a créés, donc ici, on a par exemple le tableau des défis. Donc, on avait l'ensemble des défis. Donc, ici, je vous ai présenté simplement des défis rattachés à la partie stratégique. Donc, balancer le portefeuille. Donc, ça, c'est un des défis qui avait été identifié avec une définition de ce que ça voulait dire. Donc, on a fait ça pour les défis, on a fait ça pour les pratiques de durabilité. On a fait ça pour les pratiques également de l'anticipation. D'accord? Donc, ça a été la première phase qu'on a fait valider. Une fois que ça a été validé, on est passé à la deuxième phase, qui était une phase de rétrécissement. D'accord? Dans la première phase, donc, qui était le remue-ménage, on a mis les gens provenant du public, du privé et des académiciens dans un même bateau. Donc, on a pris toutes leurs idées, on a fait une grande liste de défis, une grande liste de pratiques de durabilité et une grande liste de pratiques d'anticipation. À partir de la phase 2, donc le rétrécissement, et la phase 3 au niveau de la classification, on a traité les réponses provenant des gens du public, des gens du privé et des académiciens de façon séparée, dans le but d'avoir 3 perspectives différentes, des points de vue différents sur ces éléments-là. Donc, c'est pour ça qu'on a séparé ça en 3 groupes. Ce qu'on a fait dans la deuxième phase, ou ce qu'on a demandé aux experts dans la deuxième phase, c'est dans chacune des 3 listes, d'identifier pour eux les 10 défis les plus importants, les 10 pratiques de durabilité les plus importantes et les 10 pratiques d'anticipation les plus importantes, sans les classer. Juste dire, pour vous, c'est quoi les plus importantes, les plus efficaces. Donc, on s'est ramassé avec 3 classements pour déterminer quels défis, quelles pratiques allaient être conservées. Donc, tous les défis ou les pratiques qui ont été identifiés, qui avaient au moins 40% de réponses et plus, ont été conservés. Et donc, on est arrivé à des listes comme ça. Encore une fois, c'est simplement à titre illustratif. Donc, ici, on a l'ensemble des défis. Okay? Et où il y a les TX, c'est ceux qui ont été retenus pour les gens du public, pour les experts du privé et pour les experts du milieu académique. D'accord? Donc, on a fait ça pour les défis, on a fait ça pour la durabilité et on a fait ça pour l'anticipation encore une fois.
D'accord? Une fois que cette étape-là a été faite, on a repris simplement les défis, les pratiques qui avaient des X. On a retourné ça aux experts et cette fois-ci, on leur a demandé de classer ça du plus important au moins important. D'accord? Et cette fois-ci, il a fallu qu'on fasse 2 rondes. Parce que le but de la classification, c'est d'arriver à un consensus entre experts. Sauf qu'on n'a pas les experts dans la même salle, donc il a fallu leur envoyer, avoir leur réponse, établir le coefficient de consensus. Donc, c'est le coefficient de Kendall qu'on a utilisé. Le tableau à droite que vous voyez, vous avez ronde 1, ronde 2. Vous avez pour les défis, pour la durabilité, puis pour l'anticipation. Et les scores, en fait, c'est les coefficients de Kendall que vous voyez. Grosso modo, on a l'interprétation ici qu'on peut faire. Donc, quand c'est en bas de 0.3, c'est faible, en 0.3, 0.5, modéré. Au-dessus de 0.5, généralement, c'est acceptable. Si c'est plus que 0.7, c'est vraiment un consensus très, très important. Donc, lors de la première ronde, c'était vraiment très, très faible. Ce qu'on a fait, on a calculé le consensus et par la suite, on a retourné les réponses avec ce que le groupe pensait de façon globale, même si ce n'était pas parfait. Et là, les gens ont fait des réajustements. Donc, et puis, il y en a qui n'ont pas voulu changer d'idée. Pour eux, c'est toujours la même. Pour d'autres, il y a une certaine réflexion, donc il y a une progression. Donc, on est arrivé à un consensus plus important. Et on a presque partout touché le 0.5. Il faut dire que dans notre cas, on avait beaucoup d'experts. Et plus on a d'experts, plus c'est difficile d'avoir un consensus. Surtout quand les gens ne sont pas là pour échanger directement, avoir de la rétroaction. Donc, il faut comprendre que l'échelle, c'est une échelle interprétative, c'est pas fixe. Donc, c'est pour ça qu'on est assez confortable avec les résultats qu'on a eus, qui étaient un consensus assez important pour ce genre d'études-là. On est allé voir d'autres études Delphi qui avaient été faites avec ce nombre de participants-là et nos résultats étaient plus que convenables. Donc, on est parti avec ça et on est arrivé à ceci. Donc, ici, c'est les résultats par rapport aux défis. D'accord? Donc, vous avez les numéros de défis, la première colonne à gauche, c'est simplement au niveau de la classification parce qu'on avait associé au numéro les définitions pour les gens qui voulaient les retrouver. Vous avez les libellés des défis. Et vous avez les 3 colonnes au bout qui sont les classements finaux obtenus par ou générés par les experts du public, par les experts du privé et les experts de l'académie. D'accord? Donc, si on regarde ici au niveau des défis qui semblent être les plus importants pour les experts provenant du domaine public, la rétention des employés, le recrutement des employés, donc ça vient un peu confirmer ce qui avait été vu dans la littérature, la flexibilité, l'intégration et la rétention des connaissances. Alors que pour le privé et l'académique, c'est vraiment la notion de transformation organisationnelle qui semble être le défi le plus important. Transformation organisationnelle, c'est souvent beaucoup plus large que simplement l'aspect technologique parce qu'il faut avoir les pratiques, il faut avoir le cadre de gouvernance, la façon dont on évalue les employés, etc. Pour les gens du privé, le deuxième était la flexibilité et l'agilité de l'infrastructure, donc être capable de s'adapter aux changements. Par la suite, il y avait la structure de gouvernance, il y avait les enjeux reliés à la maintenance, puis finalement, l'évolution rapide des composantes de l'infrastructure. Donc, la cinquième, vous voyez, n'avait même pas été identifiée parmi les 15 plus importants du côté public. Alors que pour les académiciens, oui, la transformation organisationnelle est probablement un des défis les plus importants, mais le défi numéro 2, c'est le piratage et sécurité des données. Il faut dire que donc, 3/4 de notre échantillon vient du Québec. Si on avait fait ça probablement cette année, piratage et sécurité des données auraient été probablement plus élevés. L'événement Desjardins a une résonance assez importante un peu partout. Mais vous voyez qu'il y a quand même des différences entre les différents éléments. Vous avez des questions là-dessus, des remarques? Donc, ce qu'on a pu constater, si on compare entre les résultats de l'étude Delphi et la revue de littérature, donc le manque d'expertise, la flexibilité, les enjeux de gouvernance, on l'a trouvé dans la littérature et on a vu ça également au niveau de ce qui était des préoccupations des experts. Par contre, la partie externalisation et mégadonnées ne sont pas des éléments qu'on a vu ressortir lors de l'étude Delphi. Si on regarde de façon plus globale entre les résultats générés par les experts du public et les résultats générés par les experts du privé et de l'académique, on se rend compte que globalement, les préoccupations des experts provenant du public sont plus au niveau opérationnel et court terme.
OK? Et donc, le recrutement, la formation des employés est un enjeu majeur. Et c'est certain que si on n'a pas assez d'employés, si on n'a pas des employés bien formés, bien, toutes les opérations court terme deviennent une préoccupation parce qu'on n'est pas capable de régler ce qui se passe dans le day-to-day. Alors que pour les experts provenant de l'académique et du privé, la transformation organisationnelle et la flexibilité sont deux enjeux. D'accord? Donc, transformation organisationnelle, transformation technologique, donc c'est le sujet de l'année au niveau du Cyrano. C'est effectivement un enjeu majeur parce qu'on voit des changements technologiques, il y a des outils qui émergent, il y a de nouvelles façons de faire. Et beaucoup d'organisations se disent oui, mais comment je vais m'adapter à ça? Oui, la technologie peut nous permettre beaucoup de choses, mais comment je m'y prends? Et souvent, les changements, c'est au niveau de la culture, au niveau du cadre de gouvernance, au niveau des pratiques. La technologie est simplement un moyen, mais c'est une préoccupation assez importante. Et lié à ça, c'est la notion de flexibilité et d'agilité. Il y a des changements qui se passent, les besoins changent, il y a de nouvelles concurrents, de nouvelles façons de faire. Mais comment j'arrive assez rapidement à revoir mes propres pratiques pour répondre à ces besoins? D'accord? Je pense que c'est quand même assez clair. Au niveau du public, les principaux défis qui semblaient être la préoccupation, c'est rattaché aux individus. Donc, le manque de personnel qualifié. Et là, c'est par la suite comment je m'y prends en tant que gouvernement pour être capable d'aller chercher, de retenir ces gens-là et d'avoir accès à cette expertise-là qui est de nos jours assez importante. Donc, ça, c'était pour les résultats au niveau du défi. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y avait des questions au Québec ou à distance? Ça va, super. Donc, au niveau maintenant de la partie des pratiques de durabilité. Donc, encore une fois, dans la colonne pratique, on a libellé des différentes pratiques qui ont été identifiées au niveau de la durabilité. Bien entendu, c'est le libellé. On a essayé d'avoir des libellés qui étaient le plus représentatifs possible. Dans le rapport, vous avez en annexe l'ensemble des définitions pour ceux et celles qui veulent aller plonger un peu plus pour comprendre en quoi consiste chacune des pratiques. D'accord? Donc, au niveau des résultats, donc les experts pendant le public, la pratique qui permet, selon eux, d'accroître la durabilité des infrastructures technologiques, c'est vraiment favoriser le recours à des technologies standardisées. Donc, ça, c'était ce qui semblait être le plus important. Par la suite, acquérir un matériel technologique fiable, virtualiser les serveurs, établir des standards et normes de performance d'infrastructures technologiques et garantir une redondance des composantes critiques. D'accord? Je ne sais pas si vous remarquez, ce qui est plus intéressant, c'est que les 5 pratiques identifiées par les experts du public comme étant les plus importantes, aucune de ces 5-là n'ont été identifiées comme étant importantes ou par les experts du privé ni par les experts du milieu académique. D'accord? Au niveau des experts provenant du domaine privé, les pratiques qui, selon eux, étaient les plus porteuses en termes de durabilité d'infrastructure, c'était dans un premier temps développer une vision stratégique de l'infrastructure technologique. Donc, avoir une espèce de plan de match vers où on s'en va, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on peut faire et construire étape par étape le tout, d'accord, pour un peu guider l'ensemble des décisions. Établir un cadre de gouvernance de l'infrastructure technologique. Donc, avoir des rôles de responsabilité relativement clairs sur les différents aspects, ce qui va éventuellement faciliter l'exécution des processus, la maintenance et aussi les prises de décision qui vont avoir lieu plus tard. Virtualiser le stockage des données. Pour rendre ça, le stockage, c'est beaucoup des données, mais de plus en plus au niveau des applications pour rendre ça disponible sur toutes les plateformes. Développer et documenter un plan d'architecture d'entreprise, d'accord? Donc, d'avoir un plan clair de tout ce qu'on a en place. Très souvent, cet aspect-là s'en manquait dans les organisations publiques parce que on n'a pas nécessairement, il y a le fait d'être cloisonné par différents ministères ou dans différents silos, et le fait qu'on n'a pas documenté nécessairement l'ensemble de nos applications, documenter les données, documenter l'infrastructure, à qui ça appartient. Donc, tout ça demande un effort assez important, mais c'est important. C'est comme avoir un plan de maison. Donc, on part notre panneau électrique, mais savoir qui l'a installé, qu'est-ce que ça fait, c'est rattaché, c'est quoi le voltage, etc. C'est un peu la même chose quand on parle de plan d'architecture d'entreprise. Et finalement, le 5e, c'était mettre en place une architecture orientée service. Donc, ça, c'était les 5 pratiques de durabilité identifiées par les gens du privé. Au niveau de l'académique, ben, ça se recoupe. Donc, développer une vision stratégique, c'est ce qui ressort le plus fort. Optimiser et réutiliser certaines composantes. Donc, prendre ce qu'on a en place et essayer de faire des transformations lorsque c'est possible. Il y avait mettre en place un programme d'amélioration continue, cette notion-là de toujours être à jour,
dans ce que l'on fait. Maintenir les compétences TI, bien entendu, avoir les bonnes expertises pour être capable de toujours livrer et supporter les services. Et finalement, favoriser la collaboration entre les équipes de développement et les unités d'affaires. L'idée ici, c'est que souvent, le département TI livre des infrastructures et s'attend à ce que ça fasse de la magie. Mais en fait, les responsables ou la valeur qui va découler d'un investissement en TI va venir des différentes unités d'affaires, des différents ministères, parce que c'est eux qui vont utiliser les technologies, c'est eux qui ont les besoins. Et il faut, les gens des TI sont souvent simplement des gens qui vont développer, implanter des systèmes, c'est pas eux qui vont les utiliser et qui vont générer la valeur. Donc, il y a cette notion. Donc, ici, on voit qu'il y avait quand même des écarts assez importants entre ce que les experts du public ont mis de l'avant et les experts du privé. D'accord? Au niveau des pratiques de durabilité, d'accord? Un peu comme on l'a vu tantôt au niveau des défis, les préoccupations des experts du public étaient beaucoup plus, encore là, opérationnelles et court terme. Donc, j'ai mis le top 5 des pratiques associées aux experts du public. Alors que les pratiques provenant aussi bien du milieu académique que privé étaient plus des préoccupations à long terme et au niveau stratégique, beaucoup plus détachées du niveau des opérations. Okay? Ça peut sembler un peu étrange parce que le premier réflexe, on se dit, ben, les entreprises privées ont souvent des objectifs court terme, donc les pratiques devraient mettre en place devraient être également court terme. Or, on se rend compte que c'est un peu le contraire. Le gouvernement est là pour longtemps, donc on aurait pu supposer que c'était un peu la même préoccupation qu'ils avaient au niveau des pratiques. Or, c'est pas vraiment ce qu'on a pu observer. On s'est demandé pourquoi. D'accord? Et une des réponses, bon, en reparlant à certains experts et en réfléchissant un peu à ça, on s'est rendu compte que finalement, les préoccupations court terme et opérationnelles des organisations publiques découlaient fort probablement du manque de personnel qualifié pour être capable de juste faire le day-to-day dans la maintenance, dans les mises à jour, dans le support technologique. Alors que le recrutement dans le domaine technologique est difficile aussi bien pour les entreprises privées, mais il l'est encore plus pour les entreprises, les organisations publiques. Mais au niveau du privé, ils ont quand même un bassin de main-d'œuvre qualifié assez important, donc c'est moins une préoccupation. Et en ayant des gens qualifiés ou qui sont capables de faire la maintenance dans les opérations quotidiennes, la préoccupation est un peu moins à ce niveau. Oui, il y a des défis à tous les jours, oui, on doit s'ajuster, mais on dit, en ayant une vision à long terme, en ayant un cadre clair de notre plan d'architecture, dans quel carré de sable on veut jouer, à long terme, ça permet de faciliter la prise de décision maintenant. Donc, si on sait vers où on s'en va, les décisions qu'on va prendre aujourd'hui vont être guidées par ça. Donc, ça va faciliter beaucoup plus le fait de pouvoir avoir des infrastructures qui sont beaucoup plus durables et pérennes. Donc, ça a été vraiment une question ça a été un peu surprenant, en fait, comme résultat, mais quand on regarde un peu ce qui est sorti des différentes pratiques, puis quand on prend du recul, ça semble faire beaucoup de sens et c'est un peu la grande différence qu'on a vue entre les activités ou les pratiques, stratégies déployées par les gens, mis de l'avant par les gens du public ou versus ceux mis de l'avant par les experts du privé. Oui, monsieur Blanc. Les experts du privé, est-ce que ce sont des entreprises technologiques ou tout type d'entreprise? Est-ce que l'objectif est différent pour donc, la question, c'est de savoir est-ce que les experts provenaient, qui étaient du privé, étaient des entreprises technologiques comme CGI, IBM de ce monde, ou des entreprises comme des jardins et des banques et autres, privées. Je suis dans les banques là, parce que j'en ai. Je dirais il y avait un tiers qui étaient des entreprises technologiques, CGI, offre de services et autres, puis un 2 tiers qui étaient des grandes entreprises. Surtout. On n'a pas visé trop la PME. Ça a donné comme ça. Mais ce n'était pas juste que des gens du technologique. L'idée, c'est de savoir si avoir une vision à long terme concernant la technologie, oui. C'est une question de concurrence oui. versus une question d'opération un peu plus chez les banques, par exemple, oui. versus CGI. Le point de vue est différent.
Définitivement, parce qu'ils n'ont pas, dans leur offre de service, la façon dont ils voient la technologie. CGI doit se mettre à jour, s'assurer d'offrir le soir, alors qu'une banque, par exemple, va avoir des opérations à long terme. Donc, si je comprends bien la question, c'est qu'il y aurait pu avoir une différence. Mais même les gens qui venaient de compagnies de services, par exemple technologiques, on leur aurait demandé pour les organisations autres que la leur. Donc, quand une entreprise doit gérer son infrastructure. Et même une entreprise comme IBM ou CGI a une infrastructure aussi qui doit mettre à jour, donc à l'interne. Donc, ça ne semble pas avoir, c'est une piste qu'on pourrait peut-être revoir les données avec cette lentille-là, mais ça ne semble pas avoir teinté, en fait, les résultats. Merci. Oui. Quel est le profil des experts dans le secteur? Le public. Public. C'est assez varié. Il y en avait 4-5 qui venaient du gouvernement canadien. On en avait... Ouais, je n'aime pas, donc je suis correct. On avait 4-5 qui étaient au provincial. On en avait 2 ou 3 municipales, je crois. Puis on avait de mémoire. Je n'ai pas regardé, là, je pourrais vous les redonner, mais c'était assez... Ils ont des enjeux quand même différents, mais c'était différents paliers. Sans avoir vu, oui. Je ne peux pas voir le profil de ces experts-là, du public, je parle, oui. que ce soit fédéral et provincial. Je suis un peu surpris des réponses qui sont données à la fois sur les défis de la durabilité, parce que ça semble être des types ingénieurs ou techniciens qui travaillent dans leur silo technologique. Oui. Parce que je suis surpris des réponses qui viennent là. Ce n'étaient pas des personnes de niveau de cadre de direction aussi. Est-ce que vous en aviez? On a visé le plus haut possible pour avoir justement une vision d'ensemble, mais donc ce qui est ressorti, donc, le commentaire, je vais répéter pour les gens qui sont à distance. Donc, il y avait une surprise par rapport aux réponses fournies par les gens du public, parce que ça fait très ingénieur, très sur les opérations, alors qu'on manque un peu de recul, si je comprends bien, au niveau de la vue d'ensemble, des décisions qui auraient été prises au niveau de la gestion de l'infrastructure technologique. Effectivement, est-ce que ça découle du fait que les gens c'était peut-être pas le CIO de ces organisations-là? Est-ce que ça découle du fait que c'est peut-être la culture qu'on retrouve dans beaucoup d'organisations publiques qui sont très séparées? Est-ce que ça découle de leur propre profil? Il y a aussi le fait que des fois, dans les organisations publiques, c'est difficile de recruter. Donc, des fois, on se retrouve avec des gens qui sont très, très bons techniquement, mais qui ont peut-être... Je sais pas. Il faudrait peut-être qu'on revoie sous cette... voir la position dans les organisations, mais on a essayé de viser les gens qui étaient le plus seniors possible pour avoir une vue d'ensemble. Mais même quand tu es assez haut placé, quand ton système n'est pas capable de supporter des opérations dans le quotidien puis que ça plante tout le temps, ça fait en sorte que ça devient quand même une préoccupation à court terme parce qu'il manque des ressources. Mais ça devient difficile d'avoir cette vue d'ensemble-là parce qu'on est en train d'éteindre des feux au niveau des opérations. C'est souvent ce qui semblait venir parce qu'on a parlé à certaines personnes aussi au téléphone pour essayer d'avoir des éléments interprétatifs des résultats. À quel résultat vous seriez attendu un peu plus? Les consultations et les analyses, surtout du secteur public, pas le privé aussi. Oui. Le public, c'est une des forces déterminantes de la transformation digitale. Oui. C'est la transformation de la culture d'organisation qui sont très, très fortes, les opérations gouvernementales, et aussi c'est le service au client, le service ou la proximité avec le sécurité. Ce sont vraiment les deux forces. Ce n'est pas tant les défis technologiques qui sont là que l'utilisation qui a été faite. C'est transformer le modèle d'opération du gouvernement. C'est ce qui ressort. Effectivement. Un fort levier de transformation. Effectivement, pour amener les transformations digitales, numériques ou technologiques, peu importe le terme qu'on prend, ce n'est pas l'aspect technologique qui est l'enjeu. Comme vous l'avez dit, c'est la culture, les façons de faire, l'état d'esprit et comment on va voir répondre aux besoins du client, l'importance qu'on y met et tout ce qui est expérience utilisateur. Ça, c'est effectivement probablement les deux forces. Nous, ici, la question, c'est ce qu'on posait. Il y avait quand même, dans la question, on était un peu plus au niveau des opérations. Donc, comment on s'assure que notre infrastructure, on soit capable d'étirer sa durée de vie?
Donc, c'est pour ça qu'il y a aussi quand même ces réponses-là qui étaient quand même déjà plus près des opérations. On n'avait pas une vision de transformation numérique. Mais je suis certain que si on avait fait on avait posé des questions plus sur les pratiques pour faciliter ou avoir des transformations numériques plus efficaces, on aurait probablement la culture, ce que vous avez mentionné, l'expérience utilisateur, le support, le travail collaboratif, ce genre d'éléments-là. Et un autre dimension qui ressort très fortement, oui, c'est tout ce qui touche à la protection de la vie privée et l'éthique. Définitivement. La gouvernance, c'est ça aussi. Ça oui. Et c'est un des freins, je dirais. Oui. Oui, pour travailler sur notre projet, sur la gouvernance des données, les gens sont frileux. Il y a la cybersécurité, il y a l'éthique, il y a les lois, et juste qui va avoir accès à quoi, comment, où les gens, dans les organisations publiques, je dis, c'est vraiment un frein majeur, effectivement. Parce qu'en même temps, on veut utiliser les données, il y a un potentiel, mais là, c'est comme si on prend le dossier patient au Québec, là, je ne vais pas nommer que celui-là, il y a toutes ces questions-là, puis vous avez tout à fait raison. Mais c'est un peu en dehors de ce qu'on faisait, mais c'est des points très, très intéressants. D'autres questions, commentaires? Vous êtes les bienvenus. Donc, c'était pour la partie ici sur les pratiques de durabilité. Maintenant, on a regardé au niveau aussi des pratiques d'anticipation. Donc, quelles pratiques stratégies sont mises en place pour faire face aux évolutions technologiques et aux changements constants technologiques dans le marché, donc les nouvelles choses qui se déploient, aux nouvelles pratiques qui se déploient. Ici, entre les résultats fournis par les experts du public, du privé et de l'académique, il y a une plus grande cohésion au niveau des résultats. Donc, au niveau du public, c'est adopter des technologies fiables et évolutives, développer la collaboration entre les unités d'affaires, recourir à des standards, mettre en place des mécanismes d'amélioration continue et définir un cadre d'architecture d'entreprise. Donc, effectivement, vous avez probablement remarqué qu'il y a quand même des éléments, des pratiques qui sont très similaires d'un côté et de l'autre, d'accord? Au niveau de la durabilité et au niveau de l'anticipation. Par contre, donc, les libellés sont similaires, mais dans les définitions, il y a quand même certaines variantes parce que ce n'est pas exactement le même état d'esprit ou le même élément. Au niveau des experts du privé, donc, ce qui était la pratique, la stratégie la plus importante pour faire face à l'évolution, c'était de mettre en place des équipes d'architecture, okay? Après définir un cycle de vie et une feuille de route, et établir une culture et une structure de veille technologique, donc la notion de pratique des gens. Alors que pour les académiciens, on avait la collaboration, recourir à des standards, mais on avait également développé la collaboration entre les équipes de développement et d'opération et adopter des méthodes agiles, qui sont des éléments qui ressortent. D'accord? Donc, si on regarde ça de façon plus globale, tous les experts semblent faire ressortir 4 éléments clés qu'on a mis sous ces libellés. Donc, la collaboration. Collaboration aussi autant entre les gens techniques que les unités d'affaires, aussi bien interne qu'externe, pour partager des pratiques, aller chercher de l'information, se former. Agilité, être flexible dans les pratiques, dans les façons de faire. Avoir quand même un niveau de standardisation au niveau du vocabulaire, au niveau de certains éléments pour quand même faciliter le transfert, aussi bien des connaissances que des évaluations, et faire un suivi constant, d'accord? Avoir des incitatifs pour être capable de faire cette veille-là, d'être au fait de ce qui se passe et comment les technologies évoluent. Du point de vue, si on regarde les pratiques identifiées par les gens, les experts provenant du public, donc adopter des technologies fiables et évolutives, c'est arrivé en premier. Et encore une fois, ça découle peut-être en partie du fait qu'il manque un peu d'expertise ou c'est plus difficile de faire du recrutement, de la rétention. Donc, si on a une bonne infrastructure technologique en place, beaucoup moins besoin d'avoir des opérations, de faire de la maintenance et de faire du suivi au niveau des opérations. Donc, il y a un peu ça. Et il y a le fait aussi que de plus en plus, on va vers l'info numérique. Donc, on transfère nos données, mais on transfère aussi nos applications. Sauf qu'on perd le contrôle et est-ce qu'on veut tout transférer dans le nuage d'Amazon ou de Microsoft, par exemple? C'est des questions qu'on se pose parce qu'il y a encore là, si on revient à la protection des données, la sécurité, il y a tous ces enjeux-là. Donc, il n'y a rien de facile, rien de clair, mais il y a beaucoup de tensions et des décisions difficiles à prendre par les gens, aussi bien, mais particulièrement dans les organisations publiques. Au niveau des réponses fournies par les experts provenant du domaine privé et académique. Donc, de mettre en place des équipes d'architecture et d'établir une culture de veille. C'est 2 éléments qui étaient mis de l'avant par les gens, les experts du privé et du public,
du privé et du académique, mais qui étaient absents du côté public. D'accord? Donc, vous l'avez mentionné tantôt, la notion de culture, changer les façons de faire, c'est difficile à opérer, c'est difficile à faire saisir, mais je pense que c'est assez important. Les gens voient que c'est des états d'esprit, des dispositions qu'on doit avoir et changer un peu les réflexes que l'on a dans notre façon de faire. Donc, en conclusion, si on prend l'aspect défi, donc notre étude Delphi, en fait, il y a un gros recoupement avec ce qu'on avait déjà vu dans la littérature, mais par contre, on a pu constater qu'il y avait certaines spécificités au défi qui préoccupaient plus les experts du privé versus les experts de l'académique et du privé. Au niveau de la durabilité, je pense que le concept le plus important qui ressort, c'est la dichotomie qu'on a pu observer au niveau des pratiques. Donc, les pratiques pour accroître la durabilité des infrastructures technologiques du point de vue des experts publics, c'était beaucoup plus au niveau opérationnel court terme, alors que les experts du privé avaient plus une vision long terme et stratégique des différentes de pratiques. Et quand on regarde au niveau de la qualité ou de comment on fait face à l'évolution technologique. Il y a un alignement beaucoup plus important entre les pratiques mises de l'avant par les gens du public, de l'académique et du privé, parce qu'il y avait les éléments de collaboration, d'ajouter, de standardisation et de suivi constant qui revenaient donc, en termes de pratique. D'accord? C'est ce qui mettrait un terme à la présentation, à moins que vous ayez d'autres questions, commentaires ou remarques. Oui. Oui. Merci. J'ai apprécié votre outil d'investigation d'information. Oui. Ma question, un peu, ce que vous avez proposé. Oui. D'accord. Est-ce qu'il peut utiliser, d'abord, vous avez travaillé sur différents départements, différentes régions, et une seule région. Au niveau des régions, non, c'était, comme je disais, quand le Québec était une région, le 3/4 à peu près venait du Québec. Il y en a qui étaient pour le gouvernement canadien au Québec. Mais on avait, surtout au niveau académique, c'était très varié sur la planète. Au niveau des experts publics et privés, c'était surtout ici. Mais on n'a pas fait d'analyse plus précise que ça. Je ne sais pas si vous aviez des remarques, des questions liées à ça. La question, parce qu'il se peut qu'entre les régions, oui. Le niveau d'avancée, d'adoption des technologies ne peut pas être le même. Définitivement. D'accord. Est-ce que ce point a été abordé ou il a été... Non, en fait, le défi, en fait, pour nous, et c'est le défi dans la plupart des études Delphi, le plus grand défi, c'est l'accès aux experts. En fait, ça reste, et c'est la qualité des experts qui va déterminer la qualité de l'étude. Donc, on a pris énormément de temps, ça a été beaucoup d'énergie d'aller les chercher, de les identifier. On essaie d'aller le plus haut possible dans la hiérarchie, puis s'assurer la participation de ces gens-là, avoir le moins d'attrition possible. On a commencé à 40, on a fini à 33, je pense, ce qui est quand même exceptionnel. Fait qu'il y a ce défi-là. Au niveau des régions, on n'a pas assez de granularité pour être capable de faire cette analyse-là. Mais mon interprétation, c'est qu'on peut faire peut-être entre les différents paliers, par exemple, si on regarde juste au niveau public, on pourrait faire une différence parce qu'on a comme genre de 4-5 fédérales, 4-5 provinciales, puis on a des municipalités. Là, je pense que la comparaison pourrait être intéressante. Puis, intuitivement, on voyait les différences. Ce n'est pas les mêmes préoccupations. C'est pas parce que la technologie, effectivement, vous avez raison, vient d'une région à l'autre peut varier, mais c'est plus peut-être au niveau des ressources disponibles, puis des ressources ou des financières que l'expertise entre fédérale, provinciale et municipale. Parce que dans les municipalités ou quelques personnes qu'on a parlé, les défis ou leurs préoccupations sont beaucoup plus opérationnels parce qu'ils n'ont pas les gens pour le faire, alors qu'au fédéral, c'était déjà un peu mieux parce que ce n'est pas la même ampleur. Je ne sais pas si ça répond à vos questions, si ça permet de préciser. Si vous parlez aussi du privé, oui. Mais certaines tâches peuvent être faites par les deux, coopération publique-privée. Oui. D'accord. Oui. Et dans cela, où le sujet, ça c'est important, parce que une administration qui est ouverte, oui. qui est en partenariat, ou bien encore mieux si elle sous-traite certaines tâches par certaines entreprises, c'est pas la même chose où on a, c'est purement privé, purement public ou l'information. Vous êtes arrivé à distinguer cette catégorisation? Dans les définitions de certaines pratiques,
on regardait la pratique, peu importe l'endroit où elle est effectuée. Mais certaines pratiques ou stratégies qui pouvaient être faites à l'interne, qui pouvaient être transférées complètement, si on prend du point de vue, par exemple, du public, sont dans l'édition, je pense qu'on en parle un petit peu, mais on ne s'est pas arrêté à cet aspect-là. Parce que, bien entendu, pour une organisation publique, de faire à l'externe, comme je l'ai mentionné au début, il y a des avantages, mais des inconvénients très, très marqués. Juste au niveau des lois, au niveau de la sécurité, au niveau du contrôle. Parce qu'une organisation publique n'est pas régie par les mêmes contraintes qu'une entreprise privée. Donc, ça fait en sorte qu'il y a certaines choses que, oui, on peut transférer à CGI, IBM de ce monde, mais en même temps, il y a des éléments qu'on se doit de conserver, du moins, pour la sécurité, la protection des données. Ça, c'est la catégorisation. Souvent, on a un avis, pas tout, mais quand on externalise, par exemple, si on fait affaire avec une entreprise d'impartition comme CGI à Montréal, on leur demande, on veut louer vos serveurs pour nos points d'inscription. Quand on loue ces serveurs-là, on a plus de puissance, mais les données vont quand même passer par leur serveur. À quel point on veut faire. Et là, c'est faire beaucoup plus de contrôle, de suivi. Et il y a des avantages et inconvénients. Puis, si on prend depuis 2 ans, 3 ans, le projet Phoenix au gouvernement canadien, on voit qu'il y a quand même beaucoup de défis aussi à voir parce que le gouvernement canadien qui a sous-traité à IBM, Phoenix, le problème, ce n'est pas un problème technique, c'est un problème de pratique, de culture, de mise à porte des individus. Donc, c'est pas juste technologique. Puis, oui, il y a des choses qu'on peut faire à l'interne et à l'externe, mais ça reste pour les organisations publiques un gros défi. On n'a pas mis l'emphase là-dessus dans l'étude. On a regardé les pratiques de façon générale, non observé à l'endroit où ça se faisait. C'est un long détour pour répondre à votre question, mais c'était pour montrer un peu la complexité de la chose. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Allez-y, allez-y. Concernant vos conclusions sur la thérapie. Oui. Vous voyez que entre le public et le privé, ils n'ont pas un peu les mêmes objectifs. Là, c'est de court terme. Oui. Là, c'est plutôt de long terme. Oui. Mais ceci n'est pas dû à la structure même, parce que, le public, il a une sorte de monopole, alors que pour le privé, on sait que une entreprise, dans sa stratégie, c'est avoir un peu de production pour acquérir le marché. Et donc, elle est en cours de pouvoir acquérir le monopole. Alors que l'autre, elle a déjà le monopole, c'est juste qu'on peut gérer de manière Et effectivement, oui, le gouvernement, c'est un monopole. Donc, effectivement, on aurait pu penser qu'en ayant le monopole, on peut avoir une vision long terme. Parce qu'on sait qu'on prévoit un long terme. Or, c'est le contraire qui se passe. Donc, c'est pour ça qu'on était un peu surpris. En fait, c'est pour ça qu'on disait dans notre analyse qu'on était un peu surpris parce qu'une entreprise privée, c'est souvent le trimestre qui compte. C'est la valeur aux actionnaires et tout, donc c'est très, très court terme. Or, leur infrastructure, la façon dont les pratiques qui semblent être les plus importantes ou les plus porteuses, c'est à long terme. Parce que malgré qu'ils ont des rendements qui doivent fournir à court terme, ils ont quand même une vision long terme pour s'assurer que, parce que c'est devenu un outil tellement important pour les organisations, c'est pas le cœur, mais maintenant, sans la technologie, beaucoup d'organisations ne pourraient même pas exister, ne pourraient même plus compétitionner. Donc, ils ont compris qu'on devait avoir un plan de match à long terme, ce qui va permettre de s'ajuster. Même si on établit un plan, on sait que notre plan ne sera pas respecté, mais au moins, on a une vision. Et là, on s'ajuste au fur et à mesure. Si on n'a pas ça, même dans les opérations quotidiennes, ça devient difficile à faire. Je pense que c'est un peu ce qu'on a observé. On peut en débattre, mais avec les données qu'on a, on ne peut pas aller plus loin, parce que là, on rentre plus dans l'interprétation des résultats. Oui. Vous avez montré des indicateurs de consensus sur les priorités selon il s'agit de partenaires privés. Oui. Est-ce que vous êtes en mesure de nous fournir quelque chose avec les données que vous avez sur le consensus selon le domaine d'expertise de l'expert? Je suppose ici qu'on ne peut pas être expert en tout et que les préférences ou la priorisation peuvent varier selon le domaine d'expertise. On pourrait, il faudrait revoir. Donc, nous, on a catégorisé selon la provenance ou l'affiliation. On pourrait effectivement essayer de faire, on pourrait plus refaire, il faudrait refaire d'autres rondes. Dans le sens, c'est le consensus qu'il y avait pour les gens dans ce groupe-là. A posteriori, on ne pourra pas le refaire actuellement. On pourrait faire des analyses
si on a caractérisé les répondants, puis voir un peu ce qu'ils ont fait par pair, mais on n'aurait pas un consensus comme on l'a établi. Mais effectivement, on pourrait essayer de voir, parce qu'on a collecté quand même des données démographiques sur les décrivant les différents experts, on pourrait essayer de faire d'autres analyses, mais on ne pourrait pas pousser énormément parce qu'on n'a pas une granularité très, très fine. J'avais quand même une moyenne d'expérience de 17 ans par personne. Ouais. Je pense que l'expert, c'est sur son expérience qui se base. Oui. Et avec 17 ans d'expérience, il est pas mal en technologie pour pouvoir donner des avis sur bien des questions. C'est ça. Souvent, il y en a qui ont fait plusieurs organisations, plusieurs domaines. Effectivement, on ne peut pas être expert en tout, surtout en technologie. Ça varie, ça évolue tellement vite. Mais nous, on a pris pour acquis qu'il y avait beaucoup d'expériences professionnelles qui compensaient un peu ça. Je ne sais pas si... On ne parle pas d'expert en technologie, on parle d'expert en gestion de technologie. Exact. C'est différent. On n'est pas obligé d'être un spécialiste Unix pour savoir comment gérer le système informatique. Donc, ton expertise est plus dans ton expérience de travail comme gestionnaire que comme informaticien. Dans ce cas-là, ta connaissance peut être plus générale qu'un expert en technologie pour telle ou telle base de données ou langage de programmation. Parce qu'on reste quand même effectivement plus au niveau de la gestion des pratiques et des stratégies que de la technologie en tant que telle sur le codage et autres. Je ne sais pas si ça répond. Mais effectivement, c'est une analyse supplémentaire qu'on aurait pu faire. Déjà, d'avoir accès aux experts, on était content, mais là, on a pris cette optique-là. Il y aurait probablement à posteriori d'autres éléments qu'on aurait pu faire, comme dans toute notre recherche. On voit trop tard. Autre question, commentaire? Oui? Je ne pense pas que votre étude, que je n'ai pas lu, mais que je l'ai regardée, oui. L'intérêt s'adresser au degré d'adoption des technologies dans ces organisations publiques et privées. Ce n'était pas le fait de... Est-ce que vous avez des observations à faire sur le degré d'adoption au Québec, au fédéral, secteur public, d'adoption des technologies émergentes? Non. En fait, on pourrait, sur la base de ces données-là, il faut comprendre que les experts qu'on a contactés, on ne leur a pas demandé, quand les questions n'étaient pas formulées, pour demander les défis ou les pratiques, stratégies déployées dans leur organisation. C'est sur la base de l'expérience, dans ce qu'ils avaient vu ou ce qu'ils connaissaient. Et on n'a pas parlé d'adoption ou de maturité et autres. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas collecté aucune donnée à ce niveau-là. La raison pour laquelle je posais cette question, oui. C'est que le consensus est national et international. Oui. Le CDE, oui. C'est que le Canada, en fait, soit parmi les piliers de compétitivité. Un des paquets tests, c'est le degré d'adoption en public des technologies en marche. Nous sommes pas dans le peloton. Non, on tire de la patte, effectivement. 34e, 35e. C'est des Florian. Il y a effectivement des gros défis. Il y a un rattrapage à faire qui devient de plus en plus difficile à faire, parce que, comme vous l'avez dit, la transformation technologique accélère. Effectivement. J'avais déjà entendu des données similaires par rapport qu'on était au niveau canadien. On tire un peu de la patte par rapport justement à l'adoption des nouvelles technologies. Moi, j'ai un autre projet présentement sur lequel je travaille au CERNO sur les innovations. L'innovation ouverte, entre autres, avec le gouvernement canadien. Effectivement, au niveau de l'innovation aussi, il y a certains retards au niveau technologique. On essaie de le récupérer, mais effectivement, on est loin d'être les plus actifs à ce niveau-là. Puis il y a place d'amélioration, c'est ça. D'autres questions, commentaires? Ben, merci beaucoup. Il y a une question? Désolé. Oui. Moi, je suis l'ancien de la même. Oui. J'ai toujours eu mon université, des difficultés extraordinaires, construire, préparer des projets, tout ça. Puis on voit le résultat quand on se promène au centre-ville, etc. Est-ce que ça peut amener des économies? Vous voulez dire l'utilisation des technologies peut amener des économies au niveau de la manière dont une ville est gérée, par exemple? C'est ça la question? Et si vous ne réparez pas bien vos infrastructures, ça va coûter 5 fois plus cher de ne pas le faire que de le faire. Je sais que les publics n'ont jamais compris ça. Eh bien,
effectivement, Et les fonctionnaires aussi. Effectivement, souvent, on voit, on investit dans une infrastructure, qu'elle soit technologique ou qu'elle soit physique, peu importe. Mais on oublie tout ce que par la suite, la durabilité, où souvent on ne planifie pas très bien. Et donc, les infrastructures technologiques peuvent aider à mieux gérer éventuellement tout le parc, toutes les activités, les services, les infrastructures qui sont sur la responsabilité de l'idée d'un gouvernement. Mais en tant que tel, les technologies, il faut voir ça comme une infrastructure parce que c'est devenu très important. Puis c'est pour ça qu'on a pris le terme infrastructure pour faire le parallèle avec les infrastructures physiques qui demandent des investissements, de l'entretien, des mises à jour, mais le rythme est encore plus important. Mais il y a quelque chose qui est rattaché aux technologies, c'est qu'on ne le voit pas, on ne le touche pas physiquement et cet aspect-là rend la chose des fois tellement abstraite que les gens ont un peu de difficulté à saisir. J'ai investi dans des lignes de code, oui, mais c'est quand ça ne fonctionne pas que l'on s'en rend compte, c'est si important, ou quand on se fait voler des données. Donc, il y a comme... c'est effectivement un changement de culture qui est différent, mais je pense que c'est devenu de nos jours primordial. Surtout maintenant, avec tous les objets connectés qu'on peut mettre, on peut avoir beaucoup de choses sur comment gérer notre ville, sur notre canalisation, sur nos feux, sur nos routes. Donc, ce n'est que parler de ces exemples. Ça répond un peu à votre question? Autre question, commentaire? Super, bien merci à vous. Bonne journée.